Bonsoir à tous, bienvenue sur School TV. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Grand JT de l'éducation, sans Virginie Guillaume, que j'embrasse et qui sera de retour bien sûr dès la semaine prochaine. Au sommaire de cette émission, les résultats du premier baromètre du ministère de l'Éducation sur le bien-être au travail sont tombés et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas réjouissants. Un enseignant sur deux se sent épuisé dans son travail et les raisons sont nombreuses. Manque de considération, classe surchargée, rémunération trop basse. Alors comment redonner du souffle à nos profs? On voit ça avec nos invités dans un instant. En deuxième partie d'émission, nous parlerons de Vox, une plateforme numérique interactive et surtout gratuite pour les jeunes de 3 à 18 ans et qui a pour objectif de leur transmettre le goût de la musique classique et du chant choral. Enfin, comme chaque lundi, Malika Ménard reçoit un nouvel invité dans Souvenirs d'écolier. Cette semaine, c'est la comédienne Rebecca Hampton qui s'est prêtée au jeu. Mais d'abord, avant tout ça, on fait le point sur l'actualité éducation et c'est avec Agathe Delannoy. Bonsoir Agathe. Bonsoir Mickaël. À l'occasion du début des vacances de la Toussaint, le quotidien 20 minutes tire un premier bilan du côté des nouveaux enseignants contractuels. Pour rappel, ils sont 4500 embauchés pour la rentrée scolaire. On en parlait encore il y a quelques jours. Ils sont déjà fatigués par une surcharge de travail, alors que le ministère de l'Éducation avait promis 4 jours de formation pour les initiés au b.a.-ba du métier. Pour Guylaine David, secrétaire générale SNUIPP FSU, la formation n'a pas eu lieu partout et certains ont été, je cite, jetés sans filet en salle de classe. Mais si beaucoup se sentent déjà sous l'eau, certains sont bien épanouis. Comme Benjamin, je le cite, travailler avec les enfants est vraiment passionnant. Auparavant, je travaillais dans la finance et je voulais donner plus de sens à ma vie professionnelle. C'est réussi, a-t-il déclaré à nos confrères de 20 minutes. Des lycéens du lycée Joliot-Curie se retrouvent face à la justice après les tensions dans ce lycée depuis quelques jours. Plus de 20 jeunes sont poursuivis par la justice. Pour rappel, ces élèves protestaient entre autres contre la fin d'un dispositif d'aide aux devoirs, mais aussi pour le soutien d'un professeur de mathématiques qui a été muté du lycée fin septembre. Selon le parquet, 4 mineurs ont été convoqués par un officier de police judiciaire. 18 jeunes ont été convoqués par procès-verbal devant un juge pénal. Un sera paru en comparution immédiate. Cette semaine, le Nouvel Obs consacre une interview fil rouge de Pape Ndiaye. On va vous en dévoiler une partie chaque jour cette semaine. Pape Ndiaye s'est confié dans ce premier volet sur sa manière de travailler avec ses collaborateurs. Il dit, je cite, « Je n'ai pas d'idées préconçues, je passe beaucoup de temps à discuter avec mes conseillers, à recevoir des syndicats. Je lis la presse qui peut apporter des éclairages intéressants. Je répète au recteur que je ne suis pas là pour entendre des choses agréables, des compliments, mais plutôt des alertes et des conseils. » Et puis l'enseignement supérieur se prépare à la transition écologique. Depuis le début, dès le début de leur cursus, tous les étudiants vont devoir être formés à la transition écologique, peu importe la filière choisie. Ils auront un socle commun et c'est ensuite à chaque établissement d'enseignement supérieur de bâtir son offre de formation. Un cahier des charges sur le développement durable sera établi lors d'ateliers entre professeurs, responsables d'université et étudiants. Ces annonces arrivent en réponse au discours des bifurqueurs, étudiants en école d'ingénieurs AgroParisTech qui avaient dénoncé des formations qui les préparaient à des emplois destructeurs aussi bien pour l'environnement que pour la population. Enfin, des classes passerelles proposent aux mineurs étrangers une insertion scolaire dans le Var. 800 élèves sont concernés chaque année. Ils ont entre 16 et 18 ans et bénéficient d'un accompagnement entre des associations et l'éducation nationale. À l'occasion de la semaine de l'intégration des réfugiés et primo-arrivants, le Var ouvre ses classes passerelles. Donc il s'agit d'un accompagnement individualisé qui leur permet d'être orientés vers des bacs généraux, professionnels, mais aussi vers des CAP. Merci Agathe. Un enseignant sur deux se sent épuisé dans son travail. C'est le résultat du premier baromètre commandé par le ministère de l'Éducation nationale sur le bien-être au travail. On en parle tout de suite avec nos invités. J'accueille donc Jean-Rémy Girard, bonjour. Bonjour. Président du SNALC, le syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur. Et puis à vos côtés, Aurélie Gros, maire du Coudray-Monceau dans l'Essonne. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Les enseignants peu satisfaits par leur travail, résultat de cette étude dont on vous parle dans le Grand JT de l'éducation. D'abord, Jean-Rémy, êtes-vous surpris de ce résultat? Un enseignant sur deux, ça paraît énorme. Ah non, on n'est pas du tout surpris au SNALC, puisqu'on travaille sur la question de la souffrance au travail depuis de nombreuses années, et qu'on voit très clairement la situation se dégrader. On a de la documentation sur le sujet, on organise même de plus en plus de colloques sur le thème
Éducation nationale, faut-il partir, faut-il rester, ou comment gérer la souffrance au travail, etc. Et on est les premiers, j'allais presque dire terrifiés, de voir à quel point ce type de réunion rencontre du succès et à quel point beaucoup d'enseignants notamment, mais pas que, ont des difficultés dans leur travail. Et beaucoup, de plus en plus, souhaitent quitter le navire, très clairement. Ça veut dire que c'est un résultat que vous aviez anticipé, vous, au sein du SNALC ? Oui, c'est un résultat qu'on avait clairement anticipé au sein du SNALC. On alerte le ministère depuis quand même plusieurs années. Et qu'est-ce qu'on vous dit quand vous alertez le ministère ? Qu'est-ce qu'on vous disait avant que cette étude sorte ? Alors, le ministre précédent, je ne vais pas parler de l'actuel, on en a pas Jean-Michel Blanquer avec lui. Le ministre précédent nous disait qu'il ne fallait pas trop insister sur le fait que les conditions de travail se dégradaient parce qu'on risquait de ne plus attirer de candidats. Donc autant dire que le dialogue n'était pas forcément des plus constructifs. Aurélie Gros, est-ce que vous êtes surprise, vous, par les résultats de cette étude commandée donc, par le ministère ? Non, je ne suis pas surprise et je pense qu'on touche vraiment à un des paradoxes français. La France qui a exporté son modèle d'éducation dans le monde entier, qui a exporté le système des grandes écoles, qui a exporté l'ENA, aujourd'hui, elle paye ses professeurs moins que tous les autres professeurs du monde. Et quand on regarde les chiffres de l'OCDE, 22e on va en reparler, sur effectivement. 30, Ouais. je veux dire, c'est évident qu'aujourd'hui, il y a un malaise, il y a une non-reconnaissance de la profession. On pourrait aller plus loin, on pourrait parler du malaise français en général dans beaucoup de professions qui dépendent justement de la fonction publique. On regarde dans la santé, c'est le même malaise. Avant, c'était un honneur de travailler pour l'État et aujourd'hui, on remarque en fin de compte que sur tous les grands sujets, santé, social, éducation, il y a ils ont une impression de non-reconnaissance et dans le salaire et dans le travail. On est loin des applaudissements quand les pompiers sauvaient des feux, quand les soignants lors de la pandémie et les enseignants, c'est quand même la République. Les enseignants, nos enseignants, c'est la République, c'est la France. Donc aujourd'hui, cette non-considération au niveau du salaire et dans la profession à toujours leur donner plus et sans leur donner les moyens qui vont avec. Oui, parce que ça va avec. C'est-à-dire quand on est mal payé, quand on voit effectivement les résultats, vous nous en parliez de l'OCDE, ça veut dire qu'il y a un manque de considération. Enfin, c'est comme ça qu'on peut le prendre. Il y a un manque de considération. Et je rappelle, pour vous donner un petit chiffre, parce que c'est quand même... moi, je trouve ça aberrant. En 1980, un enseignant en début de carrière gagnait 2,5 fois au-dessus du SMIC. Oui. D'accord ? Aujourd'hui, c'est 1,5. Ça veut dire qu'ils ont même perdu en pouvoir d'achat. Et on leur demande beaucoup plus qu'avant, avec aussi une population et des Français qui aujourd'hui ont un peu de mal à respecter les institutions. Donc ça veut dire avec des enfants qui respectent mal, pas forcément bien les institutions. Donc c'est un peu plus difficile aujourd'hui avec des gens qui travaillent plus, les femmes travaillent. Donc la société a aussi changé et ils sont face à des élèves qui, quelque part, des fois de temps en temps, peuvent considérer plus la parole d'un youtubeur qui gagne 10 000 € par jour, je précise quand même, d'un footballeur qui gagne 200 millions par an, d'un gros patron d'entreprise qui gagne 100 millions par an. Et l'enseignant, il va gagner, parce qu'on met le paquet, 2 000 € par mois. Vous confirmez, Jean-Rémy, parce que vous êtes face à ces élèves. C'est peut-être dur, mais oui, c'est il y a un effet élève, mais ce que l'on constate dans les enquêtes qui sont menées auprès des collègues, il y a eu une enquête encore assez récente là-dessus, c'est, j'allais dire, que côté collègues, il y a un discours qui est, si avec les élèves, ça irait, en fait. Alors oui, il y a parfois des difficultés, mais... j'allais dire, c'est tout le reste. Alors l'étude a été menée au printemps auprès de 62 000 personnes, enseignants, personnels de direction, conseillers principaux d'éducation, psychologues exerçant donc dans les établissements scolaires. On parlait donc du salaire avec Aurélie Gros. Jean-Rémy Girard, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup ça. On le voit, c'est une enquête qui a été menée par l'ADEPE, qui est une direction, un service du ministère lui-même. C'est quand même impressionnant de voir que le ministère de l'Éducation nationale produit avec une régularité impressionnante
des statistiques montrant son propre dysfonctionnement, et il le fait très bien, l'ADEPE est un service d'une grande qualité. On voit par exemple, on a demandé aux enseignants et aux autres personnels de mettre une note de 0 à 10 sur un certain nombre d'items. Sur le salaire, est-ce qu'on est bien payé? On arrive à une moyenne de 3,4 sur 10. Et comme vous le disiez, sur la question de la considération, est-ce que le métier est bien considéré dans la société? La réponse, c'est 2,1 sur 10. Donc, au total, on est sur une satisfaction de 6 sur 10, là où la moyenne est de 7,2 et même supérieure sur les métiers avec plusieurs années d'études. Donc, on a une réelle crise, en fait. Et nous, c'est ce qu'on dit au SNALC depuis un petit moment, c'est pas juste des enseignants qui se plaignent comme ça de temps en temps. Il y a une réelle crise. On n'a quand même pas réussi à recruter tous les enseignants au concours au printemps dernier. Il nous manquait quand même 3000 places. On a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, qui est en train de s'aggraver. Et si on n'a pas une politique réellement qui tranche et qui, à un moment, prend conscience de ça et dit non, mais là, il faut sauver notre école parce que là, elle est en train de couler. Si on ne fait pas ça, effectivement, on va dans le mur. Alors, on parlait effectivement de ces chiffres de l'OCDE, l'OCDE qui a publié son rapport annuel sur l'éducation au début du mois. Et là aussi, les résultats sont effrayants selon ce rapport qui compare donc les systèmes éducatifs des pays développés. Les maîtres et les maîtresses ayant 15 ans d'expérience gagnent environ 20% de moins que la moyenne de l'OCDE. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là, Aurélie Gros ? Parce qu'on n'a jamais revalorisé les salaires et après c'est un système. En France, on est sur un système relativement ancien, c'est-à-dire que le système français veut, alors pour l'éducation nationale c'était le cas en tout cas, que en fin de compte la revalorisation salariale se passe plutôt en fin de carrière pour arriver à l'époque à une très bonne retraite. Parce que l'essentiel c'était d'arriver à une très bonne retraite. Or aujourd'hui, dans notre système actuel, on a plus envie de ça. Les gens veulent travailler, être investis et avoir un salaire décent où ils puissent vivre convenablement, sachant qu'ils vivent beaucoup plus vieux et des fois ils veulent travailler beaucoup plus tard, ils ont des activités par ailleurs, ils ont un engagement. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de valorisation du salaire dans l'éducation nationale à la qualité du travail. C'est-à-dire c'est pas méritocratique. Aujourd'hui, il y a un système relativement centralisé qui est dans les mains du ministère de l'Éducation nationale, avec un système de points pour les mutations, et ces enseignants qui veulent porter un projet, qui veulent s'investir dans un territoire, ils n'ont pas forcément la possibilité de le faire parce qu'on est sur un système à l'ancienne. Donc le système de l'Éducation nationale n'a pas bougé depuis des années, à mon sens. C'est peut-être le problème d'ailleurs du système de la fonction publique en général. Oui, parce que vous faisiez le constat tout à l'heure, effectivement, le personnel soignant. Pourquoi est-ce que dans notre pays, on refuse effectivement de payer les profs, on refuse donc de payer les soignants? Finalement, on a un problème, on a l'impression qu'il y a un problème avec les métiers essentiels. Ces fameux métiers qu'on a nommés essentiels pendant la crise Covid, justement. Qu'on nomme essentiels au moment des crises, qu'on applaudit au moment des crises et qu'on oublie après les crises. On refait un système, par exemple, au niveau de l'orientation avec Parcoursup. Je pense qu'aller concerter les enseignants, faire ce système, le prévoir en amont avec les personnes qui sont sur le terrain avec nos élèves, aurait peut-être été une bonne chose. On voit aujourd'hui les limites de ce système-là de Parcoursup. On est sans cesse en train de leur rajouter, là je lisais sur les questions climatiques, écologiques, alors chaque élève va être formé à ça, mais qui est-ce qui va encore prendre ces missions-là? C'est les enseignants, et on sait qu'on n'a pas assez d'enseignants. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on revienne au plus proche du terrain. Je le dis souvent, mais c'est une réalité. Et moi, c'est ce que je porte depuis des années, notamment avec le sommet citoyen qu'on a créé, le premier qui a eu lieu en juin cette année à Marseille. Les grands sujets qui concernent la vie des citoyens au quotidien doivent aussi être concertés avec les syndicats, évidemment, avec les collectifs, avec les enseignants, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire des réformes de fond sans aller prendre le pouls de ces personnes qui, au quotidien, vivent sur ces territoires et connaissent les problématiques du quotidien, du terrain. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Rémy Girard? C'est ce qui a manqué peut-être finalement aux ministres de l'Éducation qui se sont succédés? Alors,
Il y a une partie où on n'est pas complètement en accord, je pense, sur le fait que le système de la fonction publique serait forcément sclérosé ou vieillot. Je crois qu'on n'a pas besoin de changer le système pour augmenter les salaires non plus. Et je crois que globalement... Après, il faut trouver l'argent aussi. Oui, mais le système... faut trouver l'argent, mais c'est-à-dire qu'à un moment, on a besoin d'enseignants quand même. Si on ne les paye pas bien, et visiblement, il y a quand même beaucoup d'autres pays où on les paye mieux, on arrive à les trouver davantage. Mais le système est différent. Pas forcément tant que ça. Une fois encore, c'est très compliqué de faire de la comparaison internationale d'un pays à l'autre. Mais ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, les enseignants, c'est encore l'enquête de l'ADEPE, l'autre qui est sortie ces derniers jours. Voilà, là, on est sur un temps de travail par semaine qui est entre 42 et 43 heures en moyenne, plus un nombre de jours, j'allais dire non compressibles pendant les vacances scolaires, qui fait que on n'est pas sur des personnels qui se la couleraient douce, on n'est pas sur... on est sur des gens qui sont globalement très investis. On l'a vu, vous parliez du Covid. On a quand même tous fait cours à distance sur notre matériel personnel et on nous a dit merci, certes. Voilà, et puis ça s'est à peu près arrêté là. Donc, pour revenir là-dessus, oui, qu'on puisse changer des choses, qu'on puisse faire évoluer le système de mutation, on peut toujours en discuter. Bon, je ne pense pas que le système par points soit si gênant que ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est très très bloqué, les mutations, parce qu'il y a des endroits très attractifs et des endroits pas attractifs du tout. Mais ça a toujours été le cas. Non, ça s'est aggravé. Aujourd'hui, vous êtes professeur des écoles, vous avez passé votre concours à Créteil, faut vous habituer à l'académie de Créteil parce que vous n'arriverez globalement pas à en sortir. C'est ce genre de choses-là aussi qui peuvent expliquer des difficultés de recrutement. Pour l'attractivité de la profession. Quand je parle du système de points, c'est vraiment l'attractivité de la profession, parce qu'aujourd'hui, vous regardez même les médecins sur l'obligation d'installation dans les déserts médicaux, ils sont totalement contre. Et d'ailleurs, moi, je les rejoins sur ce niveau-là. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus obliger les gens à aller. Vous voyez bien qu'il y a une sur les médecins, on le voit bien. Avec la jeunesse. Nous, on n'arrive pas à les recruter dans l'éducation nationale. Dans la jeunesse, on regarde, on en parlait avec les démissions silencieuses il y a quelques jours, c'est quand même un sujet, les démissions silencieuses. Et aujourd'hui, cette jeunesse n'a plus envie de travailler de la même manière. C'est-à-dire qu'ils regardent les questions de qualité de vie. On n'a pas la même vision du travail dans notre jeunesse aujourd'hui. Donc, il faut aussi que le système s'adapte à cette nouvelle génération qui arrive. Oui, mais alors, pour revenir à notre baromètre sur le bien-être au travail, les personnes interrogées valuent à 6 sur 10 leur degré de satisfaction, contre 7,2 sur 10 pour l'ensemble des Français par rapport au travail. Ça fait quand même une sacrée différence. Ça explique certainement les difficultés de recrutement dont vous parlez à l'instant, Jean-Rémy Girard. Les profs également, les nombreux profs qui décident de jeter l'éponge. On en a vu, notamment avant l'été. Oui, il y en a de plus en plus, d'ailleurs. Ça aussi, le ministère documente très bien. Chez les stagiaires, par exemple, en une dizaine d'années, on a multiplié par 10 le nombre de démissions de stagiaires. Et en pourcentage, on a fait à peu près la même chose. Donc c'est très très inquiétant, c'est-à-dire que non seulement on a du mal à attirer... Là, on est sur le manque de satisfaction, clairement. C'est-à-dire quand des stagiaires démissionnent, c'est pas forcément un problème de rémunération, parce qu'on imagine... parce qu'ils sont très très mal payés, les stagiaires. Oui, mais ils le savent en arrivant sur le marché, ils savent. Tout le monde n'est pas aussi... Tout le monde, c'est pas complètement renseigné sur toutes les dimensions du métier. Vous savez, il y a parfois des gens qui se lancent dans des études, etc., qui pensent qu'ils vont devenir enseignants, qui ont une vision... Sans connaître les conditions de travail. Sans connaître si bien que ça les conditions de travail. Regardez, là, on a recruté des tas et des tas de contractuels à la rentrée pour essayer d'avoir des adultes devant les élèves. Certains s'étonnent qu'on ne leur donne pas les cours, par exemple. Donc oui, certains s'engagent sans forcément avoir toutes les cartes en main. Et je vous dis, le fait de le vivre, faire son premier cours, ça vous fait découvrir un monde entier que vous ne connaissiez pas avant, très clairement. D'un autre côté, est-ce que le fait que le ministère de l'Éducation ait commandé cette étude, déjà, c'est pas une première bonne nouvelle? Est-ce que c'est pas une façon de se dire, justement, on a envie d'aller au plus près du terrain et essayer de comprendre un peu. Vous nous disiez qu'au SNALC, vous aviez anticipé ces résultats, vous en aviez parlé au ministère. C'est peut-être aussi pour ça que cette étude a été commandée. Alors, je ne veux pas surjouer l'importance de ce qu'on a fait, mais oui, je pense qu'à un moment, le fait qu'on aborde régulièrement ces sujets de qualité de vie au travail... Donc il y a une prise de conscience. Le problème, c'est que là, on publie ça, mais l'ADEPE, même si ce n'est pas forcément toujours sur ce domaine-là, a publié des tas d'études sur des tas de domaines qui sont toujours très intéressantes. Ça ne veut pas dire qu'ensuite la politique menée va réellement chercher à corriger cela. Là, on le sait, et je dirais
Le ministère en était conscient avant la publication de l'étude. Enfin, je veux dire, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on a du mal à recruter des professeurs des écoles en Ile-de-France, qu'il y a des disciplines dans le second degré qui sont déficitaires, les mathématiques, l'allemand, les lettres classiques. Ils étaient au courant depuis longtemps. Oui, ça, ils savent. Donc alors, c'est quoi? Pourquoi ça veut dire que c'est quoi? C'est que c'est de la com, finalement? Non, c'est pas de la com, c'est une vraie étude très sérieuse. Et ça, c'est très bien. Nous, on va pouvoir s'appuyer dessus, parce que là, on a du quantitatif. Nous, en tant que syndicat, on peut souvent établir du qualitatif, mais là, on a vraiment du quantitatif. Ça, c'est très intéressant. Le truc, c'est qu'ensuite, il y a un budget, qu'il y a des décisions politiques, il y a des grandes annonces qui sont faites. Il y a un calendrier politique qui est généralement absolument pas le calendrier éducatif, qui est un calendrier de temps très très long, en fait, le calendrier éducatif. Et le calendrier politique, lui, est un calendrier de temps très très court. Donc, on veut, par exemple, toujours faire sa réforme. Voilà. Et ça, c'est très pénible, parce que nous, on aimerait qu'on arrête à un moment de réformer les réformes et qu'on s'occupe, voilà, j'allais dire, de la base, du socle de l'éducation nationale, c'est-à-dire les personnels et où ils en sont aujourd'hui. Aurélie Gros. Et je pense que avec l'avènement, on va appeler ça comme ça, du Conseil national de la refondation, le célèbre CNR, et ces concertations ont commencé à démarrer dans tous les ministères sur les politiques régaliennes. On l'a vu sur la santé et à l'éducation, ça va être le cas. Je pense que cette étude suit aussi cette nouveauté et cette nouvelle méthode que le président a appelée de ses voeux et a mis en place. Espérons que ça ira jusqu'au bout et que tout le monde sera concerté, que les enseignants seront appelés à donner les bonnes solutions au-delà des salaires. Il y a les salaires, certes, mais il y a d'autres choses à prendre en compte, à mon avis, dans la politique éducative, notamment sur les moyens que chaque établissement dispose. Parce qu'aujourd'hui, on demande toujours plus, mais avec moins de moyens. Vous parliez des ordinateurs tout à l'heure. Les enseignants, effectivement, sont avec leur propre ordinateur. Et la fracture numérique chez les élèves, ça existe, même si les collectivités territoriales, en Ile-de-France, la région dote les lycées, beaucoup de départements dotent les collégiens, mais il y a aussi la fracture sur les écoles élémentaires. Et ça, c'est les collectivités territoriales. Et c'est vrai qu'en retirant tout le temps les moyens aux collectivités territoriales, on a du mal aussi à investir sur ces choses-là, ce qui serait essentiel pour nos enseignants. Je pense qu'aujourd'hui, les crises que nous avons traversées ne sont pas les premières et il y en aura peut-être d'autres derrière. Il y en aura certainement d'autres derrière. C'est un nouveau système, je pense qu'on est au basculement, donc il faut se réjouir, en tout cas moi j'essaye de me réjouir du fait que le gouvernement ait la volonté de concerter, de consulter. Il y a une volonté, en tous les cas, c'est l'image que le gouvernement essaie de donner, c'est-à-dire cette volonté de dialogue, on le disait, avec un nouveau ministre de l'Éducation qui semble vouloir être davantage à l'écoute. Mais à côté de ça, beaucoup de profs qui estiment que le ministre est parfois hors sol. Typiquement, la semaine dernière, Pape Ndiaye était l'invité du grand jury sur RTL. Il a émis une proposition. Je voudrais vous la faire écouter et avoir votre avis juste derrière. Je suis frappé par le niveau de violence qui peut exister dans les cours de récréation, au moment de la pause méridienne. Et donc là, il nous faut agir, y compris dans le cadre des nouvelles missions que nous allons confier aux professeurs sous forme facultative. Je suis très attentif à ce niveau de violence, pas forcément physique, mais niveau de violence verbale. Ça veut dire qu'ils pourraient participer à la surveillance des moments de pause Ce sont des choses que nous allons discuter, bien entendu, avec les organisations syndicales. Voilà, c'était dimanche dernier sur RTL. Des profs qui ont confirmé donc la surveillance de la récréation pendant la pause de midi, avec une rémunération supplémentaire, évidemment. La proposition a été largement critiquée. Certains enseignants se sont même demandé si cette mesure respectait bien le droit du travail. Vous en pensez quoi, Jean-Rémy Girard ? Alors, le ministre est depuis revenu sur ses propos. Il est revenu sur ses propos, mais il les a bien... tout à fait. Voilà. Il a dit qu'il avait été mal compris. Moi, je crois que l'extrait est très très clair, il est très, parfaitement compréhensible. Nous, on appelle ça un ballon d'essai dans le jargon syndical. Voilà. Une fois encore, c'est intéressant de voir que d'un côté, on sort toutes les études les plus claires et les plus précises pour dire les enseignants travaillent beaucoup, ils travaillent de plus en plus. Ils ont un sentiment de déconsidération incroyablement fort. Ils considèrent qu'ils sont très mal payés. On a du mal à les recruter. Et qu'est-ce qu'on nous sort politiquement ? Un pacte qui, en gros, veut dire travailler plus pour gagner plus. Enfin, on est quand même à l'opposé exactement de ce qu'il faut faire, là. Aurélie Gros, quand Pape Ndiaye dit ça, c'est Pape Ndiaye qui parle ou c'est Emmanuel Macron ?
Oh, bah alors là, je ne suis ni dans la tête d'Emmanuel Macron, ni dans celle de Papendial, et pas dans le secret des dieux. Donc, mais... Parce que ça ressemble au travailler plus pour gagner plus d'Emmanuel Macron pendant la campagne. Non, mais très bien. Mais à un moment, voilà, là, il y a une réalité de terrain. Hein. Si vous êtes élu local, vous savez comment fonctionne une école. Voilà. Dans la cour d'école, c'est la pause méridienne. La pause méridienne est financée et payée avec des animateurs payés par les mairie. On ne va pas mettre les professeurs au milieu alors qu'on a déjà du mal à pouvoir faire des études qui sont aussi payées par les mairies, mais là c'est des contrats faits avec les enseignants et les professeurs des écoles pour pouvoir faire des études après 4h30, de 4h30 à 6h, les études dirigées dans les écoles élémentaires. Les enseignants ont déjà on a du mal à en recruter. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à vouloir faire des études. On ne va pas les mettre dans la cour en prime. Je veux dire, à un moment donné, donnons un peu plus de moyens. Et moi, je le dis, moi j'ai une école primaire, on a des animateurs qu'on finance, on a des enseignants, on a des études dirigées que l'on finance, que la mairie finance. Et après, il y a ce merveilleux travail collaboratif quand la directrice d'école, les enseignants veulent travailler avec la mairie, que ça se passe bien et qu'on essaye d'améliorer le cadre de vie des enseignants. C'est un vrai travail partenarial. Pourquoi aller les chercher pour faire des jeux dans la cour? Ils développent des idées magnifiques pour les élèves, pour essayer de les sortir même du quotidien de l'école, le travail sur le sport. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, travail autour de l'environnement avec des cantines scolaires. Nous, ils font des choses comme ça. Et je crois que, voilà, il faut pas, c'est pas travailler plus pour gagner plus. Il faut revaloriser les salaires au niveau de l'Allemagne, ce serait idéal. Parce que moi, je pense que, voilà, encore une fois, les enseignants, c'est la République, c'est la France, donc il faut valoriser, ils doivent former notre jeunesse de demain, on leur donne nos enfants et ils sont payés au lance-pierre. Hein, c'est comme les professionnels de santé, c'est exactement la même chose. On leur donne notre vie et pour certaines professions, ils sont payés au lance-pierre. Et bien aujourd'hui, il faut revaloriser et faire un effort budgétaire là-dessus. Il n'y a pas le choix. C'est l'avenir de notre pays qui en dépend. Si on ne veut pas que nos cerveaux partent ailleurs, parce que clairement, sinon... Ils partent, les parents disent aux enfants, partez en Allemagne, partez en Angleterre, partez aux États-Unis. Et après, on se plaint qu'il n'y ait plus de cerveau qui reste en France. Bah oui, forcément, si on ne considère pas ceux qui nous enseignent les choses, il ne faut pas s'étonner qu'après les bons élèves s'en aillent. Et à un moment, il faut arrêter de leur dire, on va encore plus vous donner de travail pour être plus payés. C'est ridicule. Ça voudrait dire qu'à ce moment-là, en fin de compte, on n'admet pas qu'ils ne sont pas assez bien payés. Jean-Rémy Girard, c'est un soupçon de fainéantise. Voilà. Jean-Rémy Girard, Papendiaï a organisé la semaine dernière un déjeuner au ministère avec des profs, des directeurs d'établissement, des psychologues scolaires dans le but d'échanger sur les réalités du terrain. Encore une fois, on revient sur cette volonté de dialogue qui est mise en avant. Ils souhaitent installer ce rendez-vous une fois par mois. Ça change d'une certaine façon de la méthode Blanquer ? Ça c'est essentiellement de la com politique. Ensuite, j'imagine que le ministre, c'est intéressant qu'il puisse échanger avec des personnels. On n'a pas de souci avec ça. Il fait ce qu'il a envie. Il est ministre. Voilà. Ça demeure de la com politique, ce genre de choses qu'on met en avant. Regardez, Jeux des jeunes avec 10 personnels de l'éducation nationale dans lesquels il y a un inspecteur qui doit traîner au passage. Voilà. Bon, c'est très joli. Ensuite... Une fois encore, nous on sait, il ne s'agit pas de tirer à boulet rouge sur Papendiaï, qui a une responsabilité limitée, j'allais dire, dans ce qui se passe actuellement. On sait très bien que ce n'est pas lui qui tient les cordons de la bourse, c'est visiblement pas lui qui tient complètement la politique éducative non plus, puisque nous on apprend les grandes réformes du président de la République lui-même. À un moment, oui, il va peut-être falloir qu'on arrête la machine, en fait, parce qu'on a une machine éducation nationale à produire du texte, à produire de la réforme, à produire sans arrêt des changements, des modifications qui sont toujours, en fait, mal perçus, parce que d'un seul coup, ça s'applique à nous. On est en train de réformer la réforme de la voie professionnelle, là, par exemple. On vient juste d'en faire une, on en fait encore une. On aura l'occasion d'en reparler dans un prochain Grand JT de l'éducation. Merci beaucoup Jean-Rémy Girard d'avoir été avec nous. Vous êtes président du SNALC, le syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur. Merci à vous Aurélie Gros, maire du Coudray-Monceau dans l'Essonne. Et puis vous publiez ce livre pour un ministère des citoyens aux éditions L'Aube. Tout à fait. C'est un très bon bouquin. Il faut l'acheter parce que ça montre une nouvelle méthode. C'est suite à une association qu'on avait montée avec plusieurs fondateurs il y a maintenant 6 ans qui prenait la concertation citoyenne. C'est un mouvement non partisan. Et voilà, là, ça explique un petit peu tout le travail qui a été effectué et que nous continuons. Voilà, c'est une association nationale avec des antennes un peu partout en France. Voilà. La France, vraiment.
pour un ministère des citoyens. Merci beaucoup. Merci. Aurélie Gros. Transmettre le goût de la musique classique et du chant choral aux plus jeunes, c'est l'objectif de Vox, un portail numérique interactif et gratuit créé par Radio France. On en parle dans un instant sur School TV, juste après cette courte pause. À tout de suite. Chaque jour dans La Quotidienne, je reçois un invité pour parler d'éducation sans langue de bois. La Quotidienne, c'est l'émission qui partage avec vous des clés de compréhension et des pistes d'action. Tout cela avec une formidable équipe de chroniqueuses qui vous parlent nutrition, pédagogie, littérature jeunesse. L'école, c'est la vie et c'est aussi l'avenir de vos enfants. Initiative locale, orientation, école à l'étranger. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAG sur School TV pour aborder une thématique forte de l'éducation en plateau, des profs, des parents, des élèves et des élus. Vous avez la parole tous les jours dans le MAG sur School TV. Le numérique ouvre le monde des possibles. On se retrouve tous les jours dans l'école du futur pour s'inspirer, pour décrypter la tech, le numérique, l'histoire, l'art ou encore les sciences, toutes ces matières qui nous permettent de mieux comprendre le monde de demain. Tous les jours, je vous retrouve dans le Grand JT de l'éducation pour débriefer ensemble l'actualité de la journée et se questionner sur l'avenir de nos enfants à l'école. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le Grand JT de l'éducation. Toutes les semaines, on se retrouve dans Souvenirs d'écolier. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur son enfance, elle nous racontera des anecdotes de sa scolarité et puis elle nous livrera sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. Et de retour sur le plateau du Grand JT de l'éducation. Merci de nous rejoindre sur School TV en compagnie de Marie-Noëlle Marten qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice musicale adjointe de la maîtrise de Radio France. Tout à fait. Alors, première question, pouvez-vous, dans un premier temps, nous rappeler ce qu'est la maîtrise de Radio France ? Tout à fait. Alors, la maîtrise de Radio France, c'est un chœur d'enfants qui est une des 4 formations permanentes de Radio France qui compte donc 2 orchestres, un chœur d'adultes et un chœur d'enfants. Donc la maîtrise, c'est le chœur d'enfants. Donc on a environ 180 enfants qui travaillent sur 2 sites, un à Paris, un à Bondy, qui sont en double cursus, c'est-à-dire que le matin, ils vont à l'école, au collège et au lycée, parce qu'on a des enfants qui sont du CE2 jusqu'à la terminale. D'accord. Qui donc travaillent le matin en scolaire. Donc 13-17 ans, 13-18 ans, c'est ça à peu près 8-9 à 18 ans. Ah oui, 8-9, non pardon, CE2 vous m'avez dit, oui, 13, oui, d'accord, CE2. Ah oui. Voilà, donc ils travaillent le matin à l'école, au collège, au lycée, et l'après-midi, ils chantent, ils jouent du piano, ils apprennent la formation musicale, tout ça pour chanter en chœur et faire des concerts avec les grands orchestres de Radio France ou des concerts tout seuls. Voilà, c'est une formation musicale qui est assez poussée. Qui est sélective, il y a un concours pour rentrer ? Alors il y a un concours d'entrée, oui. Ce qu'on demande surtout aux enfants, c'est d'avoir une voix qui est ce qu'on appelle saine, c'est-à-dire qui n'est pas fatiguée, qui n'est pas cassée, voilà, une jolie voix, une grande envie de chanter et des aptitudes musicales pour que nous, on puisse travailler avec eux ensuite, parce qu'on leur demande un niveau professionnel. Donc plus ils vont grandir, plus le niveau des concerts va être exigeant. Alors, transmettre le goût de la musique classique et du chant choral aux plus jeunes, c'est notamment l'objectif de Vox. Voilà. Que vous allez nous présenter. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, en 2018, il y a eu l'élaboration du plan choral par l'Éducation nationale qui demandait d'avoir une chorale dans chaque école. Donc, Radio France s'est dit qu'il y avait quand même beaucoup d'expertise et d'expérience musicale et pédagogique qu'on pouvait mettre à disposition du plus grand nombre. Et le biais du numérique était quand même rêvé pour remplir ce genre de mission dont on se sent investi, nous, en tant que Radio France service public. Alors Vox, qu'on explique bien, c'est une plateforme numérique interactive, totalement gratuite. Oui. C'est une sorte de YouTube de la musique classique, en fait. Hein, c'est ça ? Alors c'est vraiment une plateforme sur laquelle on va trouver des tutoriels,
pour chanter par exemple en maternelle, comment chauffer sa voix, comment bien parler, quelle est la physiologie de la voix. Qui va proposer des tutoriels, du répertoire, des choses à chanter en fonction du niveau et de l'âge des enfants. Ce répertoire-là est fait avec en fait ça s'appelle une Voxbox. Vous avez donc des chansons. Avec les chansons, il y a un enregistrement qui est fait soit par des enfants de la maîtrise, soit par d'anciennes maîtrisiennes, soit par aussi le chœur de Radio France, qui est un chœur adulte, quand on propose le répertoire pour les adultes. Les partitions, l'enregistrement d'une bande playback, pour que les gens puissent chanter avec l'accompagnement, mais sans l'enregistrement des gens qui chantent au-dessus, pour que les gens soient autonomes, et des conseils de travail. Alors, j'ai insisté tout à l'heure en disant que c'était une sorte de YouTube de la musique classique et du chant choral, mais parce que ça a été créé en partenariat avec YouTube. Oui, alors on vient de créer une chaîne YouTube dédiée aussi à Vox, qui contient par exemple des tutoriels pour apprendre une chanson avec une ancienne maîtrisienne qui s'appelle Alban Meyer, qui va vous aider à bien chauffer votre voix, à apprendre une chanson. Elle s'accompagne elle-même au piano en chantant et elle explique comment on fait. Il y a aussi un professeur des écoles qui s'appelle Thomas Sozade, qui travaille à Vaison-la-Romaine avec des classes en cham et qui explique comment aborder la musique et le chant avec les enfants. Et qui sera d'ailleurs notre invité demain. Eh bien, ça tombe bien. Parce que c'est tombe bien. Vous étiez au courant? Même pas. Alors, si. On me l'a dit juste avant. On vous l'a dit juste avant. Oui. Bon, alors ça s'adresse aux jeunes, Vox, et ça s'adresse même aux très jeunes, à partir de 3 ans. Oui, on essaye de faire des enregistrements de chants pour la maternelle, pour les tout petits. Parce que 3 ans, c'est quoi? 3 ans, c'est de l'éveil musical. C'est de l'éveil musical, oui. Alors, plus que du chant en lui-même, c'est beaucoup d'éveil musical. On apprend à être réactif à la musique, on apprend à écouter, on apprend à se servir de sa voix. Des fois, pas forcément que en chantant. D'ailleurs, on peut aussi déclamer quand on est tout petit, parce que la voix, c'est un peu technique, mais, la voix de l'enfant va évoluer tout au long de l'enfance jusqu'à ce qu'on appelle la mue, qui est de l'adolescence, qui est beaucoup plus tard. Et quand on est tout petit, la voix va être plus sur des expressions de voix qu'on appelle déclamées. On va apprendre à s'exprimer avec sa voix. Et plus les enfants vont grandir, plus ils vont chanter des tessitures qu'on appelle élargies, c'est-à-dire qu'ils vont monter plus haut, ils vont descendre un petit peu plus. Et puis, au fur et à mesure, on va chanter des chants de plus en plus évolués. Donc, le but aussi de Vox est de présenter un répertoire qui soit adapté à l'âge des enfants. Ouais. Ce qui n'est pas si évident que ça. Ben non, c'est pas si évident quand on fait du 3-18 ans, en gros. Hein. C'est ce que vous proposez. Hein. Oui. Parce que comment intéresser des ados à la musique classique? Il faut et quand même le dire, hein, c'est un style musical qui est très éloigné de leur univers de base. Oui. C'est pas du tout ce qu'ils écoutent avec leurs copains. Comment est-ce qu'on fait Alors, personnellement, je pars du principe que quand on chante et qu'on chante bien, le corps est heureux, en fait. Il prend un espèce de plaisir à chanter, un plaisir corporel qu'on a envie de retrouver. Après, on choisit aussi un petit peu le répertoire en fonction. On ne va pas forcément proposer tout de suite des choses hyper classiques, hyper précises, hyper difficiles. Voilà, on essaie d'aller dans un répertoire qui va de chansons populaires à des chansons de variété, mais qui sont arrangées pour leur voix. Et on a des arrangeurs qui font exprès des versions de chants de variété assez connus pour aller après les amener vers autre chose. Mais il y a une différence d'intérêt aussi de la musique en fonction de l'origine sociale de l'enfant. Oui, alors moi ou de l'ado. Je pense que les enfants. Parce qu'on a tendance souvent à dire que la musique est un marqueur social. Alors. Je pense que c'est aussi pour ça, par exemple, que la maîtrise a créé une antenne à Bondy en 2007. C'est que tout le monde peut aimer la musique classique, tout le monde peut y avoir accès à condition qu'on la présente aux gens et qu'on aille leur montrer un peu. Oui, c'est ça. Parce qu'on a souvent tendance à dire que la musique classique est davantage écoutée dans les milieux favorisés, par exemple. Ça, c'est pour alors c'est sûr, c'est pas faux. C'est ça. C'est pas faux, mais moi je crois beaucoup et c'est pour ça que l'école est quand même le vecteur de tout ça. C'est que c'est à l'école qu'on va chanter, c'est à l'école qu'on va apprendre des choses et l'ouverture d'esprit et l'ouverture. Mais est-ce que la musique classique justement est suffisamment enseignée à l'école?
Je pense qu'avec le plan choral, avec ce genre de choses, chacun en mettant sa petite touche en allant faire découvrir ça aux enfants, au final ça finit par fonctionner. Mais c'est en fait à nous de mouiller un peu notre chemise et d'y aller. Oui, parce que Vox s'adresse, donc on le disait, aux enfants, donc de 3 à 18 ans, mais aussi aux enseignants. Aux enseignants, oui, tout à fait. Dans un but pédagogique. Dans un but pédagogique, et j'ai très envie de dire aux enseignants, mais même si vous n'avez jamais chanté, n'ayez pas peur, allez-y, lancez-vous, osez et Comment ça, même si vous n'avez jamais chanté? Parce que ça ne s'adresse pas forcément qu'aux profs de musique? Ah non, c'est à tous les enseignants. Ça s'ouvre, tout ce qui est fait, par exemple les Vox Box, où ce sont des enfants qui chantent. C'est pour que les gens aussi s'habituent à entendre la bonne hauteur. Des fois, c'est difficile pour un enseignant d'aller chanter avec des petits-enfants qui ont des voix très aiguës, que ce soit une femme ou un homme d'ailleurs, à une voix très grave. Et tout ce qui est fait pour Vox, des tutoriels où on explique comment on peut chanter en maternelle, comment on peut chanter à l'école ou au collège, tout ça est fait aussi pour les enseignants avec des explications un peu pédagogiques, techniques vocales. On va mettre en route, on est en train de travailler à aussi une application qui apprend à diriger. En fait, en écoutant de la musique, on peut diriger avec son téléphone. C'est pas fini, mais c'est en train de se faire. Et Vox fait aussi des formations avec les académies de Créteil, Paris, Versailles, pour justement inciter les enseignants à venir chanter. Donc les gens viennent, on leur explique ce que c'est que Vox. Je leur apprends une chanson, on la chante ensemble, et aussi dans cette idée de transmission. Vous recevez des demandes spécifiques d'enseignants, ça vous arrive? Oui. Quel type de demande? Alors, des fois, on a des demandes d'intervention dans les classes. Vous le faites? Vous avez des équipes pour ça ou... Alors, on a quelques chefs de chœur qui le font. Moi, je peux le faire aussi de temps en temps. Bon, c'est pas si souvent, hein, mais on a pas simple, ça. J'imagine, à organiser. C'est pas si évident. Et puis nous, à la maîtrise, on répète tous les après-midi. Donc déjà, tous les après-midi, de toute façon, on est occupé. Des demandes de formation de groupes d'enseignants, on en a aussi. On en a pas mal. Et puis alors après, des fois, ça me fait plaisir, j'ai des demandes ou des commentaires de répertoire qu'on a mis sur Vox. Dire, ça c'est chouette, c'est sympa, je l'ai essayé avec ma classe, ça fonctionne bien. Alors moi, je suis très en attente, très en demande des retours des enseignants, justement, parce que nous, on fait quelque chose, mais des fois, sur la pratique, sur le terrain, la sensation peut changer. Donc on est assez en demande d'avoir aussi des retours des gens qui testent un peu nos... Parce que les enseignants finalement qui s'y intéressent, les enseignants qui vous contactent, ce sont surtout, j'imagine, des professeurs des écoles, donc plutôt de maternelle. Maternelle et élémentaire. Maternelle et élémentaire. Ouais, c'est beaucoup maternelle et élémentaire. Et après, sur le collège, ce sont plutôt des professeurs de musique. D'accord. Qui nous contactent. Mais moi, je pense que la mission principale qu'on a, nous, c'est d'aller voir justement les enseignants en élémentaire ou en maternelle, parce que ce ne sont pas forcément des gens qui sont musiciens au départ. Et de vous rapprocher tout simplement de l'éducation nationale? C'est quelque chose qui a été fait? Il y a eu des tentatives ou pas? Oui, on se connaît bien. Oui, j'imagine, Radio France. On se connaît bien, oui, on travaille assez régulièrement. On a quelques projets avec l'éducation nationale aussi. On a eu aussi un concert de lancement Vox où c'était des enfants de CM2 et 6e qui venaient chanter avec nous. On a quelques projets comme ça. Alors, c'est pas forcément tous les ans, mais ça nous arrive régulièrement de faire chanter soit des enfants d'élémentaire, soit des collégiens. Pour se connecter donc sur le site de Vox, l'adresse, vous nous la donnez? Ouh là là. Vous ne connaissez pas l'adresse de alors du moi, site. quand je veux me connecter, mais je suis une espèce de dinosaure, je fais portail Vox. Et ça se met portail Vox Radio France et vous tombez dessus. Et on tombe dessus. Voilà, portail Vox Radio France, on tombe dessus directement. Merci beaucoup Marie-Noëlle Marten d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice musicale adjointe de la maîtrise de Radio France et donc vous travaillez au quotidien avec des enfants. C'est ma passion. C'est votre passion de travailler au plus près des enfants. Vous avez deux passions, j'imagine, les enfants et la musique. Et la musique. Et quand on a la chance de faire les deux en même temps, c'est un grand bonheur. Merci en tous les cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous. Tout de suite, c'est l'heure de découvrir l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Regardez. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenir d'écolier. Toutes les semaines, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec nous cette semaine, Rebecca Hampton. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes actrice. Oui. Et évidemment, on vous a connu du public français depuis 2004, surtout avec ce rôle de Céline Frémont dans Plus belle la vie qui a changé un peu votre vie.
totalement changé ma vie et qui s'est arrêtée. C'est ça, la série vient de se terminer il y a quelques semaines. Oui. Mais vous avez déjà rebondi? J'ai rebondi, je suis partie. Il faut toujours rebondir, de toute façon, c'est un métier de rebondissement. J'ai essayé de rebondir vite. Oui, j'ai été invitée à partager un épisode de Camping Paradis délocalisé sur l'île de la Réunion, ce qui était très très agréable. Et là, vous en rentrez tout juste? J'en rentre tout juste et je vais attaquer des répétitions de théâtre là, dans une semaine. Pour une pièce qui sera jouée à Paris, alors? Une pièce qui sera jouée en tournée et on espère à Paris, qui s'appelle Pour le meilleur et pour le pire. Et je partage l'affiche, entre autres, avec Boudère. Ah d'accord. Bon, ça va, vous allez bien rigoler alors. Crois. On a hâte de se projeter. On fait un petit flashback, si vous êtes d'accord. Fort bien. On va se remémorer vos souvenirs d'écoliers, d'écolières. Ok. Pour commencer, quel genre d'élève étiez-vous? Très studieuse, très timide et très craintive. Ah bon? Peur de mal faire? Toujours. Mais encore maintenant, ça m'est resté, je pense. Mais perfectionniste, en fait. Très perfectionniste, oui. Et assez impartial avec moi-même. Mais du coup, les résultats, ils étaient plutôt bons. Sauf l'étape, j'ai plein de souvenirs. Moi, si on me fait parler de l'école, ça. C'est le but. On y va. En fait, pour commencer, je ne parle pas de Madame Chapelle, qui était ma maîtresse en maternelle, mais je commence par l'école primaire, où le directeur de l'école s'appelait Monsieur Ullmann. C'était où l'école primaire? À Paris? Dans le 5e à Paris. Oui. Je ne sais pas si on peut donner le nom des écoles. Bien sûr. Alors, l'école Victor Cousin, dans le 5e à Paris, était dirigée par M. Ullmann, école dans laquelle avait été ma sœur et mon frère. D'accord. Qui vous avez précédé? Ok. Et quand je suis arrivée à l'école, c'était l'époque de Grease. Comme ça, tout le monde connaît à peu près mon âge. Oui. Et j'étais très amoureuse de John Travolta. D'accord. Et le directeur, M. Ullmann, ressemblait étrangement à John Travolta. Coup de foudre avec le directeur. Donc, coup de foudre immédiat. Premier jour. Et là, je l'ai regardé, je dis, vous ressemblez tellement à John Travolta. Ah, vous lui avez dit en plus? Ah oui. Et ben pour je me rappelle très bien que j'avais la main de ma maman dans la mienne. Et il m'a regardé, il m'a dit, je suis très flattée. Et ça, je m'en souviens comme si c'était hier, parce que je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire d'être flattée. Je me suis dit, moi, je l'ai dit. Ah, vous avez appris un mot à ce moment-là? Ce jour-là, à ma rentrée de CP, j'ai entendu flatter. Je dis, ok. Et donc, grâce à M. Ullmann, j'ai beaucoup travaillé parce que ça me faisait toujours plaisir de le voir et que je voulais surtout pas le décevoir. Donc, et je l'ai d'ailleurs invité à une de mes premières de théâtre. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'après, vous avez gardé contact? Est-ce qu'il est au courant de l'influence finalement qu'il a eue sur vous? Alors, ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il l'apprendra là. Mais non, en tout cas, je l'ai invité à une première de théâtre. Et ensuite, il m'a invité à revisiter l'école. D'accord. Donc, des années après. Et c'est incroyable parce que j'ai retrouvé tout ce qu'on retrouve de nos cours d'école, c'est-à-dire l'endroit où on s'arrachait les dents. Vous arrachiez les dents, vous? Ah oui, on s'arrachait les dents entre nous pour avoir la petite souris, oui, bien sûr. Quoi? Oui, bien sûr, mais j'ai toutes les dents. Hein. Si elle bougeait, oui, on ne se cassait pas à coups de marteau. Vous vous êtes dit à les arracher, vous n'avez pas peur quand même? Enfin, maintenant, je ne le fais plus. Mais, il n'y a plus de dents j'ai ma fille, mais je ne touche pas à ses dents qui bougent. Mais non, oui, on faisait ça, Donc vous avez grandi à Paris? Oui. Toute la scolarité à Paris? Oui. Et du coup, une élève timide, mais studieuse? Timide et studieuse. Alors ça, c'est tout ce qui est école primaire. Parce qu'il y a plein d'histoires dans cette école que vraiment j'adorais. On rentrait dans cette école, on se changeait de vêtements avec une de mes meilleures copines parce qu'on préférait toujours les vêtements de l'autre. Donc on filait. Vous alliez aux toilettes? Oui, on filait. Les toilettes étaient au fond à gauche, mais vraiment, je me rappelle très très bien. Et on changeait vraiment. On gardait notre culotte et nos chaussettes. Ah bah je sais mais encore, à 7 ans, honnêtement, je pense qu'on aurait pu faire un peu n'importe quoi. Mais on gardait. Quand même. Et le tout était de réussir à trouver le temps de se rechanger avant de quitter l'école. Ah oui, après le soir. Et oui, parce que ça pouvait être. Mais tous les jours, vous étiez jamais habillée tel que vous partiez de la maison? Rarement. Et votre mère, elle n'était pas au courant de... Ah bah non, elle n'était pas du tout au courant puisque je revenais habillée normalement. Vous avez gardé contact avec cette fille? Non, j'ai gardé contact avec des amis après de collège, de lycée. De primaire, non. J'ai essayé une fois, je ne dirais pas comment elle s'appelle, mais j'ai essayé une fois de la contacter. Donc cette jeune fille avec qui vous étiez à l'école primaire? Avec qui j'étais très très amie quand même. Ouais. J'ai essayé de la recontacter et en fait... elle m'a gentiment, pardon, j'ai tapé le micro, elle m'a gentiment éconduit. En fait, ah bon, mais pourquoi? Mais je sais pas, il y a des gens qui n'ont pas envie de renouer avec leur passé et qui ne seraient peut-être pas assis ici pour parler de choses magiques qui sont arrivées quand on était petit. Mais de l'école primaire, elle n'avait pas... Non, elle ne devait pas garder mon souvenir. Peut-être qu'elle n'aimait pas mes vêtements, je sais pas. Vous lui avez rappelé ça? Il devait y avoir... Non, j'ai même pas eu le temps. Ah mince. Non, c'était terrible. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Rebecca Hampton pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika et à demain donc en compagnie de Rebecca Hampton. Allez, tout de suite, c'est le meilleur de School TV. Voici le Zap.
Être jugé, être regardé, ça aussi, c'est quelque chose qui semble revenir quasiment comme une obsession. Ouais. Et pour le coup, comme une obsession plus féminine. Effectivement, c'est une charge mentale qui pèse vraiment sur les filles. Elles me disent toutes, et même très jeunes, dès 12 ou 13 ans, qu'à partir du moment où leur corps se sexualise, où elles passent de l'enfance à l'adolescence finalement, dès qu'elles sortent un pied de chez elles se sentent en permanence jugées sous le regard des hommes. Que ce soit leurs collègues au collège ou au lycée qui font des remarques sur leur physique, leurs vêtements, leur façon de se déplacer, que ce soit des hommes qu'elles croisent dans la rue, qui les sifflent, qui leur demandent leur numéro. Donc elles me disent, le matin quand on est devant notre armoire, quand on met une jupe, on se dit, ah mince, est-ce qu'il ne va pas m'arriver quelque chose parce que j'ai mis une jupe et parce qu'elle est un peu courte. Donc ça, c'est un manque de liberté qu'elles dénoncent fortement. Et parfois d'ailleurs, elles compensent. Elles vont mettre la jupe, mais les grosses chaussures... Oui, voilà, la jupe, mais des grosses chaussures pour compenser, puis peut-être des chaussures à coque pour se défendre s'il faut. Elles pensent tout le temps à être un peu en phénomène d'autodéfense. Et ça, c'est quelque chose que les garçons ne vivent absolument pas à l'adolescence. Il y a une philosophe qui s'appelle Camille Froide-Vaumétry qui a écrit un très bel ouvrage qui s'appelle Un corps à soi et qui parle beaucoup du rapport au corps des jeunes filles. Et elle dit finalement, les jeunes filles, quand elles deviennent sexualisées, adolescentes, elles deviennent objets, alors que les garçons restent sujets. C'est-à-dire ils sont libres, on les encourage à s'autonomiser, à faire plein de choses. Et les filles, on veut un peu les garder par devers soi à la maison. On ne veut pas qu'elles sortent parce qu'on a peur pour elles. Et ça, cette différence entre le garçon sujet et la fille objet, c'est une vraie préoccupation. Olivier Totti, président de l'association Aqua Itineris France, on parlait de ces chiffres qui donnent froid dans le dos, année après année, mois après mois, ces chiffres de noyades, de toutes ces piscines municipales qui ferment aussi en raison de la crise énergétique, avec des factures qui explosent. On comprend la difficulté pour les collectivités, également pour les mairies. C'est là que vous entrez en jeu ? Tout à fait. L'association Aqua Itineris est une association à but non lucratif basée en France et qui sillonne la France de village en village, de cours d'école en cours d'école pour aller apprendre aux jeunes et aux moins jeunes à nager. Notre objectif est de lutter contre les noyades. Pour ça, on utilise un équipement particulier qui est une micro-piscine municipale mobile qui est intégrée dans une semi-remorque. En quelque sorte, nous arrivons, comme sur la photo, où si vous voulez, cette semi-remorque, quand elle se déplace, elle est vide, elle arrive sur site, on la déploie et on met en place tous les éléments pour pouvoir accueillir dans des bonnes conditions sécuritaires et d'hygiène l'ensemble des enfants ou des publics que l'on est amené à recevoir pour le compte de la collectivité. Une invention qui est signée Jean-François Buisson, il n'est pas français, il est suisse, c'est-à-dire qu'en Suisse comme en France, c'est la même problématique ? Le constat que Jean-François avait fait il y a déjà à peu près 15 ans, c'est qu'au Maroc, là où il était en mission humanitaire, il avait des jeunes qui l'avaient formé à toutes les techniques de sauvetage et de secourisme, sauf à celle en rapport avec le milieu aquatique. Et il ne pouvait pas les former parce qu'ils n'avaient pas de piscine. Donc il s'est dit, je vais mettre une piscine dans un camion et je vais aller au Moyen Atlas former ces jeunes. Quand il est revenu en Suisse avec son projet, la Confédération helvète lui a dit, mais c'est génial votre projet, d'autant que nous en Suisse, nous avons 35% de nos enfants qui rentrent à l'équivalent en 6e sans savoir nager. Donc vous allez on va vous aider, mais vous allez commencer par apprendre aux jeunes Suisses à nager. En 2018, si vous voulez, pour ma part, je faisais donner des cours de natation par des maîtres nageurs à mon fils, à mon dernier, et j'entendais parler par la radio de toutes ces noyades, de tous ces drames qu'il y avait. Ça m'a un petit peu révolté. Je me suis dit, dans un pays comme la France, c'est quand même assez fou. Les causes sont multiples. C'est vrai, je partage l'avis de M. Lamotte. Il y a de multiples causes et il est important de faire appel à des professionnels. Mais il y en a une de cause qui est l'indisponibilité des bassins. Il n'y a pas assez de lignes d'eau disponibles pour que les écoles puissent en profiter ou elles sont trop loin. Donc c'est de là que m'est venue l'idée de chercher une solution mobile et c'est comme ça que j'ai rencontré Jean-François Buisson et que nous avons démarré sur la France il y a déjà plus. Vous nous rejoignez depuis Chalon-sur-Saône puisque c'est l'endroit où est implantée votre start-up Foxart. Le principe, il est relativement simple. Vous aidez les élèves du primaire au lycée à mieux comprendre les programmes scolaires grâce à des maquettes en réalité augmentée et en 3D, en 3 dimensions. Donc, l'idée, c'est tout simplement de rendre plus concret, ou plus concrètes d'ailleurs, les notions qui sont parfois abstraites, on va pas se mentir, en maths ou en sciences. Concrètement, Louis, on va pouvoir toucher du doigt les planètes du système solaire, tourner autour, comprendre comment se déroule littéralement une fraction, ou même explorer les tableaux de maîtres comme Guernica de Picasso, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. En fait, ce qu'on crée chez Foxart, c'est en fait très simple, c'est une nouvelle forme d'illustration qui sont des maquettes pédagogiques en 3D, animées, interactives. Une façon qu'on a des fois de présenter le projet, c'est de dire qu'on fait
un peu comme les maquettes de Jamil dans C'est pas sorcier, mais en version virtuelle. Donc l'idée, c'est de rendre beaucoup plus concret tous les points qui restent un peu trop abstraits sur le papier pour les élèves. On crée des illustrations qui sont en fait beaucoup plus fidèles aux notions qu'elles représentent et qui vont donc aider les élèves à comprendre beaucoup plus simplement, beaucoup plus rapidement tout ce qui d'habitude est assez long à comprendre quand on a seulement un schéma statique en 2 dimensions, en noir et blanc sur le papier. Là, on a quelque chose qui va aider les élèves à aller beaucoup plus simplement et rapidement vers la bonne compréhension. L'idée, voilà, elle est très simple, c'est visualiser beaucoup mieux pour comprendre beaucoup mieux. On va partir en Bolivie. Mais oui, en Bolivie, où un groupe de femmes a décidé de combattre le machisme en escaladant une montagne en jupe. C'est Le Petit Quotidien qui nous apprend ça, avec des images de leur périple. Alors ces femmes, on les appelle les cholitas, c'est-à-dire... Elles ont un look... Ah ouais, elles ont un look d'enfer. Ouais. Les casques et tout. Gilet traditionnel, piolet. Tout à fait. Donc les cholitas, c'est ça. C'est des femmes qui continuent à porter la tenue traditionnelle, les vêtements du peuple Aymara, dans la région du lac Titicaca. En guise de sac à dos, elles portent leurs affaires dans un aguayo, un baluchon traditionnel en tissu rayé. Et Le Petit Quotidien fait sa une sur elle parce que c'est la première fois. Alors, ça fait 7 ans, en fait, qu'elles gravissent des montagnes. Ça a commencé parce qu'elles en avaient marre, en fait, de faire à manger pour les alpinistes hommes et de porter leur sac. Elles ont donc voulu prouver qu'elles aussi, elles étaient capables de gravir des montagnes, qu'elles étaient fortes. L'une d'entre elles a confié à l'agence France Presse: il y a beaucoup de discrimination à l'égard des femmes en Bolivie, donc c'était important pour elles de le faire. Et en 7 ans, elles en ont escaladé beaucoup des montagnes. Alors, elles ont atteint le sommet d'une douzaine de montagnes déjà, et pas qu'en Bolivie, au Pérou et en Argentine aussi. C'est une petite bande, elles sont 14, la plus jeune a 18 ans et la plus âgée 42, et ensemble elles accomplissent des exploits. Par exemple, cet été, elles se sont données pour défi de monter tout en haut du Huayna Potosí, une montagne de 6088 mètres de haut. En comparaison, le Mont Blanc mesure 4808 mètres. Et le défi, elles l'ont réalisé? Mais non seulement elles l'ont fait, mais pour fêter leur performance, elles ont joué un match de foot pour dénoncer le sexisme tout en haut là. Mais oui, bien sûr. Hop, on a les photos. On a les photos. Attendez, où est-ce que... Voilà. Hop, le petit match de foot. Il y a un but. Ouais. Et la prochaine étape, elles en rêvent, c'est l'Everest. Bah oui, pourquoi pas, le toit du monde. Bah oui. Mais Emma, merci beaucoup. Merci. Axel Lamotte, à quel âge on peut apprendre à nager? Je sais qu'il y a des cours de baby nageur. Je le fais moi avec mes enfants, mais c'est le bon âge, le plus jeune possible? À partir de 5 mois, on familiarise l'enfant à un milieu et en fait, on développe surtout son intelligence. On ne va pas lui apprendre à nager, mais les enfants qui sont précoces, qui sont bien repérés au niveau segmentaire et qui peuvent apprendre à nager dès l'âge de 3 ans. Hein, ça se fait plus facilement en Méditerranée parce que c'est portant. Cela dit, après, ça dépend de la maturité. Il y a des enfants qui ont une peur terrible de l'eau, ça dépend aussi du milieu familial, ça dépend d'un certain nombre de conditions. Vous savez, l'opération qui a été lancée par Roxana Maracineanu, le plan d'aisance aquatique pour les 4-6 ans, c'est bien. Moi, je travaille en Seine-Saint-Denis. Il y a un certain nombre d'enfants dont des proches au fond de la Méditerranée, leur priorité, c'est pas d'apprendre à nager. Donc, les sociologies sont différentes. Et du coup, apprendre à nager, effectivement, il y en a qui, à 3 ans, sont très bien repérés dans l'eau et qui arrivent à se sortir de l'eau. Il y a des expériences qui sont faites dans différents pays. La Suisse a été très en avance. Ils faisaient nager les enfants sur le dos de manière à ce qu'ils aient des voies respiratoires hors de l'eau. Il y a des expériences intéressantes. Je crois qu'effectivement, il y a surtout le cadre familial qui joue beaucoup sur le fait de savoir nager à l'entrée au CP. Et vous avez surtout cofondé cette application avec Kate Lalique, Mon Tuto. Alors je disais un Uber du tutorat, mais c'est vraiment l'idée de départ quand vous avez lancé l'application en 2018, Jack. Oui, c'est ça. On a vu qu'il y avait quelques problématiques dans l'éducation, dont les coupures budgétaires, les salaires des enseignants qui étaient affectés. Il y avait vraiment aussi une hausse d'élèves qui ont des troubles d'apprentissage. Et on a eu l'idée, moi et Kate Lalique, de créer une application qui va permettre aux tuteurs, aux enseignants, ou même les enseignants retraités, de trouver une deuxième manière de continuer leur passion, parce que souvent les enseignants en éducation, ils font ça par passion. Et puis, on a décidé de faire comme une plateforme qui permettait aux parents et aux enfants aussi de trouver un tuteur
pour leurs besoins. Mais c'est pas juste académique aussi, mais c'est aussi pour soit des cours de musique, des cours de tennis. Si vous voulez trouver un tuteur ou un coach dans plusieurs domaines, vous pouvez le faire à travers l'application. Et voilà pour le ZAP, c'est déjà la fin de ce grand JT de l'éducation. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même endroit, canal 247 sur les Freebox. Et puis bien sûr, vous nous contactez sur tous nos réseaux sociaux. Merci aux équipes de School TV, Emma Guessel, Agathe Delannoy à la rédaction, à la réalisation Raphaël Morel et au son Héloïse Merlin. À demain.